Bonjour, j'ai envie de vous dire bienvenue, même si c'est la fin du salon, même s'il est déjà 15h30. Bienvenue à cette conférence, les clés de la reconversion, qui va aborder 4 thématiques, les 4 thématiques du salon, donc la création d'entreprise, le recrutement ou le chemin vers l'emploi, la formation et l'accompagnement individuel. Nous avons donc ici 4 interventions qui représentent ces 4 pôles. L'objectif des clés de la reconversion pour nous, c'est vraiment de vous permettre de faire un tour d'horizon de ce que c'est que la reconversion professionnelle. Vous en avez déjà pas mal entendu parler si vous avez circulé dans les allées du salon. Vous avez pu assister à d'autres conférences. Ici, on va essayer de faire un regard à 180, voire à 360 sur la thématique. J'ai le plaisir, si vous voulez bien mettre la slide avec les noms, merci. Ah non, bon, c'est pas grave, j'ai pas de programme. Si. Merci Cécile. Cécile est toujours avec moi. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Monnier du Greta, qui va faire une intervention sur les métiers de l'informatique qui vous attendent. Mesdames, nous avons définitivement besoin de femmes dans les métiers de l'informatique. Pourquoi être accompagnée pour créer? C'est une intervention de Olivier Lambert pour la structure Boustignon qui m'a accompagnée il y a quelques années. Et je suis très heureuse de pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui créent leur entreprise, comme il y en a beaucoup ici. Aujourd'hui, il n'y a toujours que 3 entreprises sur 10 qui sont créées par des femmes. Mesdames, nous avons besoin de vous dans la création d'entreprises avec de l'ambition. Nous avons une intervention sur la reconversion professionnelle ou l'art d'être innovante par Blandine Mention de BM Coaching. Puis une intervention mystérieuse d'Olivier Sauerbach de SPI. Osez, mesdames. Donc on attend avec impatience de savoir de quoi nous parler, plutôt sur les métiers techniques. Merci beaucoup. À vous. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, Nathalie Monnier-Tonin, moi je suis conseillère en formation au Greta Lyon Métropole. Je suis en charge de mettre en place des formations informatiques pour adultes, donc pour des personnes qui sont en demandeur d'emploi, salariés, en reconversion professionnelle, ou des jeunes qui sont en alternance et qui ont un projet d'insertion dans les métiers de l'informatique. Alors, le but de mon intervention, c'est de vous montrer en fait que dans le secteur de l'informatique, il y a beaucoup de possibilités d'emploi et d'opportunités de carrière, ce qu'on ne sait pas forcément, et pas seulement pour des informaticiens ou bien des profils scientifiques, hyper techniques. Alors, avant de vous présenter un panel des métiers de l'informatique, je vais vous préciser plutôt les termes numérique et informatique et le lien qu'il y a entre les deux. Alors, qu'est-ce que c'est que le numérique ? Donc, il s'agit de tous les outils, les systèmes, les applications qui utilisent des solutions informatiques et électroniques. Bon, comme ça fait un peu peur, mais en fait, on constate que le numérique, on en a dans notre vie quotidienne. On retrouve les technologies numériques dans nos smartphones, dans nos iPads, quand on fait des commandes sur Internet avec le e-commerce. On peut aussi commander à distance la mise en route de nos alarmes dans nos maisons, du chauffage. On est entouré en fait d'éléments numériques dans notre vie personnelle, mais également dans la vie professionnelle, puisque toutes les entreprises sont aussi dans une transition numérique. Donc, à la fois pour des outils qui aident à améliorer le travail au quotidien, mais aussi le numérique modifie les organisations du travail et amène de nouveaux modèles pour la relation client et la prise en compte de l'expérience utilisateur. Pour proposer des services personnalisés, on voit bien ça sur Internet, entre autres. Le numérique favorise aussi l'émergence de nouveaux métiers. Alors, je vais vous donner des noms un peu barbares. Le data scientist, l'UX designer, le social media manager. Et le numérique est au cœur de l'innovation. Voilà. Donc, l'innovation, c'est vraiment un terme important. Et ce déploiement du numérique, ça crée une forte dynamique en termes de création d'emplois
et des emplois qui sont liés à toute cette transformation du paysage des entreprises. Je tourne ma page. Alors, les métiers de l'informatique, ils sont au cœur de cette notion de numérique, puisqu'ils permettent le traitement des informations avec des moyens électroniques. Alors, quand on parle de métiers de l'informatique, on parle d'informaticien, et la représentation qui vient comme ça, à première vue, c'est le geek, le développeur qui est sur son écran, qui parle à personne et qui code à longueur de journée. Ou alors le technicien qui est passionné de matériel informatique et qui passe son temps à désosser les ordinateurs et à les remonter. C'est un peu l'image qu'on a de l'informaticien. Mais en fait, derrière l'informatique, il y a une multitude, une diversité de métiers. Il y a beaucoup de possibilités de carrière que je vais vous présenter un peu plus tard. Alors, pour vous donner une idée, dans le référentiel des métiers du numérique, le Syntec numérique a recensé quand même 170 fiches métiers qui sont en lien avec ces métiers-là. Donc, dans l'informatique, on trouve des métiers techniques, mais pas que. On a aussi d'autres fonctions qui sont des fonctions de recherche, de veille, de conception, de gestion de projet, de management, d'administration, de support, de communication et marketing, et d'expertise et de conseil. Donc une multitude de métiers. Et dans les métiers techniques, on a besoin de logique, de rigueur, de méthode, mais sont attendus également par les entreprises des compétences transversales, des qualités humaines qu'on appelle les soft skills maintenant, qui sont l'écoute, la communication, la relation client, l'empathie, et puis des qualités comme la créativité ou les capacités d'adaptation. Donc on n'est pas que sur des profils techniques. Alors ensuite, je vais vous présenter un peu la nomenclature des emplois qui existent dans le numérique. J'ai essayé de les classer un peu par grande famille. Donc on retrouve tous les métiers qui sont autour de l'étude et du développement. C'est ce qu'on appelle le software. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la création des applications. Alors les applis smartphone, mais aussi les applications web, les sites de e-commerce, les applications métiers qu'on retrouve dans les entreprises, et puis tout ce qui est application, j'ai perdu ma page, toutes les applications en lien avec les applications mobiles, on va dire. Dans cette famille de métiers, on retrouve tout ce qui est consultant métier, analyste fonctionnel, consultant progiciel. Et là, ce sont des métiers où il s'agit d'aider le client à exprimer et à définir son besoin et à décrire au travers d'un cahier des charges les fonctions de l'application qui est à développer et à mettre en place. Donc là, on n'est pas sur du technique, on est plus sur des aspects fonctionnels, donc métiers. Donc ce sont des métiers qui nécessitent une connaissance et une culture fonctionnelle, par exemple de la comptabilité ou des ventes ou des achats. Et là, on a besoin de compétences en termes de vocabulaire technique, de problématiques métiers, de flux métiers, et aussi des compétences en termes d'empathie et d'écoute client, puisqu'il faut être à l'écoute des besoins du client. Deuxième type de métier dans le software, c'est tout ce qui est architecte d'application, architecte logiciel et UX designer. Donc ces personnes-là conçoivent et modélisent une architecture fonctionnelle d'une application et spécifient les données en entrée, les traitements qui sont à réaliser par l'application et les données en sortie. Ces métiers-là nécessitent en effet de la technique, des compétences techniques, mais aussi de la créativité. Troisième métier dans ce domaine qu'on connaît mieux, c'est le développeur, aussi appelé codeur, programmeur, programmateur.
Ce métier-là, il consiste à partir d'un cahier des charges de développer les programmes, donc de l'application, avec l'aide de langages informatiques. Alors les langages informatiques, ça peut être des langages très simples comme le HTML, CSS. Ça peut être aussi de construire à partir de briques de programmes. Et ça peut être aussi des langages très complexes, des langages scientifiques, de type scientifique, ou des langages machines. Il y a tout niveau de langages qui sont utilisés en fonction du type d'application qu'on veut développer. Si on veut développer une application web ou si on veut développer une application de type mobile ou une application métier, on ne va pas utiliser les mêmes langages. Donc là, les compétences qui sont attendues, c'est de connaître les langages informatiques concernés, c'est de la rigueur, de la méthode et de la logique, mais aussi de la créativité, parce qu'il faut mettre en place des solutions de programmes qui soient performants et qui soient légers pour la meilleure utilisation possible. Et il faut également être en capacité de travailler en équipe, puisque tous les projets informatiques se travaillent en équipe. Un autre métier qui est aussi dans ce domaine, c'est le métier de testeur, donc tester les applications informatiques avant de les mettre en production. Et on a également le métier de data analyst, qui consiste à traiter et à analyser les données pour pouvoir ensuite en tirer une information à valeur ajoutée. Dans un deuxième domaine, on a tout ce qui concerne le hardware, donc tout ce qui est production informatique, donc tous les métiers liés aux machines, aux systèmes, au réseau et à la connectique informatique. Donc là, on a les métiers d'architecte système et réseau, d'administrateur d'infrastructure, de technicien de maintenance informatique. Donc là, je ne vais pas m'attarder sur ces métiers parce que je pense qu'il y aura une intervention ultérieure qui vous précisera un peu tout ce domaine technique. On a également les métiers du support et de l'assistance aux utilisateurs. Donc ça, c'est un métier aussi qui nécessite de la technique, mais aussi de l'écoute, de l'empathie, pour pouvoir répondre aux problèmes rencontrés par les utilisateurs sur leurs outils numériques. On a aussi également le responsable de sécurité, qui est un métier qui se développe à cause de tout ce qui est cybercriminalité, etc. Un troisième domaine, c'est le domaine Internet et réseaux sociaux, donc tout ce qu'on appelle le network, où on retrouve plutôt les métiers liés au marketing, au web marketing. On a les métiers de responsable web marketing et les métiers autour de la communication digitale. Donc ça, ce sont des métiers qui nécessitent des bases techniques, mais également des bases en communication, en créativité et en rédactionnel également. Des métiers liés au management, tout ce qui est chef de projet informatique, où là, les compétences qui sont attendues sont à la fois des compétences de gestion d'équipe, de relationnel, de sens du service client et la capacité à comprendre des situations complexes avec une multitude d'acteurs. Et puis on a également des fonctions support comme le commercial, la gestion des risques et de la qualité et des responsables des méthodes et outils. Et puis un dernier métier dont je voulais vous parler, c'était le consultant en transition numérique, qui aide en fait les entreprises à assurer leur transition numérique. Donc ça, c'est un métier qui est aussi dans l'air du temps et qui est aussi bien sur le volet outils numériques, organisationnel ou méthodologique. Je vais vous faire un petit... C'est terminé ? D'accord. Juste en termes du secteur, donc sur ce secteur-là, on est sur des métiers en tension, sur un grand nombre de ces métiers. Il y a beaucoup de postes qui sont non pourvus dans les entreprises. On est sur des métiers avec des salaires attractifs, vu la tension sur les métiers.
Et en termes de statut qu'on peut avoir sur ces métiers, on peut être en effet salarié d'une entreprise du numérique ou salarié d'une entreprise de tout secteur d'activité. On peut aussi être consultant indépendant, auto-entrepreneur ou freelance. On peut également éventuellement pouvoir travailler chez soi et puis avoir la possibilité aussi de travailler à l'étranger, puisque les tensions sur ces métiers sont aussi présentes en dehors du territoire français. Et ce qu'on constate dans ces métiers, c'est qu'on a quand même 75% de salariés hommes, parce que c'est vrai qu'on a une connotation technique sur ces métiers, mais malgré tout, avec ce que je vous ai dit auparavant, les qualités qu'on attend dans ces métiers sont aussi tout à fait à la portée du public féminin. Donc on attend de votre part une envie sur ces types de métiers. Alors ces métiers sont accessibles du Bac+2 au Bac+5, après une formation initiale, mais également en reconversion professionnelle, puisque avec toutes les qualités, les compétences que je vous ai précisées auparavant, on peut accéder au travers d'une reconversion professionnelle, on peut accéder à ces métiers par vos compétences métiers, par vos qualités humaines. On peut tout à fait accéder à ces reconversions. Et soit en passant par, si vous êtes dans une entreprise avec une expertise métier, vous pouvez demander à participer à un projet informatique en tant qu'utilisateur pour accéder à déjà avoir un premier point de vue sur les projets informatiques. Ou alors vous pouvez passer par une formation plus ou moins pointue dans le domaine. Et juste pour terminer, au niveau du Greta, on a des exemples de reconversion professionnelle. On a des femmes actuellement qui sont en reconversion sur ces métiers, dont je pourrais vous parler, si vous voulez, sur le stand de Greta. Et on est également, vous pouvez être accompagné aussi par le collectif Elle Digital, qui accompagne les femmes dans ces métiers, dans les reconversions, dans ces métiers du numérique. Voilà, je crois que j'ai été un peu longue, donc je suis désolée. Je vais passer la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Merci Professionnel pour son accueil et merci à vous pour votre présence ici cet après-midi. Je suis Blandine Mention, consultante en transition de carrière et reconversion professionnelle. J'accompagne les femmes insatisfaites dans leur vie professionnelle et je les aide à réussir leur transition pour vivre d'un travail qui les épanouit. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de l'art d'être innovant ou créatif, comme le peuvent l'être les start-upers, les indépendants, les entrepreneurs, mais aussi également des salariés dans leur choix de carrière. Donc, l'art d'être créatif ou innovant dans sa reconversion professionnelle, j'ai envie de commencer par briser les idées reçues, parce que trop souvent, on a des a priori, et ce serait bien de doter tout de suite de votre tête l'idée selon laquelle déjà la créativité, elle serait réservée uniquement aux artistes, aux créatifs, qu'ils auraient ce feu sacré. Écoutez, pas du tout, on l'est tous, sachez-le vraiment, pourvu qu'on s'accorde le droit de l'être. C'est vraiment à la portée et c'est à notre portée et c'est à nous d'y prêter attention. Donc la créativité, elle est pour tout le monde. Ensuite, qu'il y aurait des conditions indispensables pour pouvoir innover, mais surtout, n'attendez pas d'avoir l'environnement accueillant ou bien l'équipe parfaite ou encore même le budget adapté. Au contraire, agissez de suite, parce que plus vous agissez, plus les idées vont émerger et la créativité sera prolifique. Donc, il faut se mettre en action tout de suite, ne pas attendre. Et enfin, le troisième point, c'est qu'au-dessus d'un certain âge, on ne serait plus du tout apte à pouvoir innover ou inventer ou créer. Or, ça, c'est totalement faux. Les statistiques le prouvent qu'on crée des entreprises jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc, on a encore tous de la marge devant nous. Et alors, effectivement, pour appuyer sur cette statistique, que finalement, tout est lié au mental, puisque jusqu'à 70 ans, on peut créer des entreprises, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de se rendre compte, de voir
qu'est-ce que les neurosciences en pensent? Qu'est-ce qu'elles pensent justement de la créativité, de l'innovation? La première chose que je vous dirais, c'est que déjà, pour les neurosciences, la créativité, c'est la capacité à produire de nombreuses idées originales. C'est vraiment ça. Alors que l'art, donc le créatif, c'est déjà dans ce qu'on appelle la création artistique, on fait appel à l'émotion. C'est-à-dire qu'entre l'œuvre et le public, il doit se passer quelque chose. Ça, c'est pour la création artistique. Également, il y a une dimension esthétique, donc beaucoup plus subjective. Ça, excusez-moi, ça n'intervient pas du tout dans la créativité pour ce qui est de notre quotidien, qui est au cœur de notre vie. D'ailleurs, dans le cerveau, ça n'émerge pas, ça ne fait pas appel aux mêmes zones. Donc, ce sont deux choses distinctes. Pour les neurosciences, être créatif, c'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir répondre à des solutions, c'est s'adapter à un contexte, c'est émettre des idées originales, inhabituelles, nouvelles. Et finalement, on se rend compte que c'est au cœur de nos vies, parce que tous les jours, on doit s'adapter à une situation différente, on doit prendre des décisions et faire des choix. Donc c'est ça, la créativité, c'est ça, être innovant. Et on en a besoin quand on est en reconversion professionnelle. C'est pour ça que j'insiste que c'est vraiment à la portée de tous. Il faut se mettre dedans, il faut l'accepter. Enfin, après, il y a 4. Les éléments, alors, on n'a pas vraiment défini un concept très précis pour être créatif, sinon on le saurait. En revanche, on a identifié des éléments, des ingrédients qui favorisent cette créativité. Pour innover. Alors déjà, la première, c'est se documenter, mais beaucoup. Et vous vous documentez, mais large. Vous explorez, vous informez, vous expérimentez, vous questionnez, vous cherchez, mais sans censure et sans jugement. Parce que c'est ainsi que les idées vont venir. Ensuite, en deuxième, c'est la communication, et j'ai rajouté le partage. Communiquez sur vos idées, votre projet, le concept qui vous viennent à l'esprit et partagez-le. Parce que c'est ainsi que d'autres déjà vont partager leurs propres expériences avec vous. Et peut-être qu'en communiquant et en partageant sur cette idée que vous avez, sur ce concept, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va avoir envie de co-créer avec vous ou s'associer avec vous, ou encore même un patron ou un entrepreneur qui aura envie de vous embaucher. Ou alors, encore mieux, inspirer un banquier qui pourrait financer votre projet. Donc surtout, communiquez et partagez. Ne gardez pas votre idée pour vous. Et enfin, un ingrédient, mais indispensable dans la créativité, ce sont, peut-être bizarrement, mais ce sont les contraintes. Parce que si c'est trop facile, on ne réfléchit pas. Donc on fait et on passe à autre chose, on ne va pas chercher à améliorer ou développer. Alors que la contrainte, elle va vous pousser à réfléchir. La contrainte, elle va vous aider à vous surpasser. La contrainte, elle va vraiment vous aider à trouver une solution la plus pertinente possible au problème, qui sait donc s'adapter à la situation. D'ailleurs, à titre d'exemple, Airbnb ou Blablacar ont été construits par rapport à une contrainte de moyens financiers. Je veux voyager, mais je n'ai pas les moyens financiers pour le faire. Qu'est-ce que je fais ? Ben voilà, c'était une contrainte. Et c'est comme ça que Blablacar et Airbnb se sont développés. Enfin, ont été créés en tout cas. Alors, après, je vais passer... voilà. Alors, c'est vrai que... Ah oui, j'ai oublié de vous parler, pardon, c'était dans le slide précédent, je viens de réaliser ça, excusez-moi, parce que c'est aussi important, il y avait la patience. Parce que la patience, elle fait appel à la rêverie. Et la rêverie, c'est un moment important, très propice pour faire émerger les idées. La rêverie, c'est le moment où on met un voile sur le prêt-à-penser, le rationnel, et c'est dans ces moments-là que finalement, il y a des choses nouvelles qui peuvent aussi émerger. Donc, ce sont tous ces ingrédients vont vous inspirer, peuvent vous aider à la créativité. Mais il y a aussi une autre source d'inspiration qui vient, ce sont les mentalités. Parce que les mentalités évoluent. Par exemple, à l'époque pour les baby-boomers, c'était « je consomme, donc je suis ».
Alors que la génération Y aujourd'hui, elle va, elle, dire « je crée, donc je suis ». Donc, la génération Y, libérée, ce qui est actuellement, donc libérée de la contrainte du manque, à ce moment-là, on devient plus audacieux, puisqu'on ne pense plus que le manque peut être une contrainte. Et c'est exactement cette idée que Navi Raju a développée. Cette théorie, c'est son concept, c'est-à-dire le concept de l'économie frugale. Comment est-ce que je peux faire mieux avec moins? Pour Navi Raju, on peut faire beaucoup avec peu, et on peut faire beaucoup avec ce que l'on a sous la main. Donc, à titre d'exemple, c'est vrai qu'il expliquait que, par exemple, forcément, toutes les technologies ultramodernes, c'est très, très cool, c'est très sympa. Si, par exemple, il y a un ingénieur de la Silicon Valley qui se dit « Tiens, si je pouvais inventer un logiciel qui pourrait m'envoyer un message pour m'informer que dans mon réfrigérateur, il n'y a plus de lait et que je dois en acheter en rentrant du bureau. » C'est vrai que c'est très, très sympa. Mais en même temps, ça coûte cher et ça consomme beaucoup d'électricité. En Inde, il y a un monsieur qui s'est posé une question peut-être beaucoup plus fondamentale. C'était comment est-ce que je pourrais créer un réfrigérateur sans électricité? Et donc, il l'a fait à base d'argile. C'est-à-dire que c'est un réfrigérateur totalement en argile qui est capable de garder le lait pendant 2 jours et les légumes pendant 3 jours au frais. Et cette question, elle est d'autant plus fondamentale qu'elle concerne 600 millions d'Indiens qui n'ont pas accès à l'électricité, qu'il est 100% écolo, parce qu'il est 100% en argile, et ça coûte $50. Et en même temps, ce monsieur, cet Indien qui a créé ce réfrigérateur, il n'a pas fait l'X, il n'a pas non plus fait Harvard, il est potier en Inde. Mais il s'est posé une question fondamentale, et il s'est posé une question, il est parti d'une contrainte, d'un concept, qu'est-ce que je pourrais faire pour évoluer? Qu'est-ce qu'il y a sous ma main? Qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce que j'ai à portée de main? Comment faire mieux avec moi? Donc, tout ce que vous avez sous la main, tout est transposable, tout est transformable. Donc, l'innovation, elle peut tout à fait survenir, agir de la combinaison de métiers qui existent déjà, de métiers que vous connaissez déjà ou qui ont déjà existé, sans qu'il soit vraiment nécessaire d'y ajouter énormément de technologie, énormément de sophistication, et ni même beaucoup de moyens financiers. Enfin voilà, donc je résume les étapes pour innover. Donc je m'informe, je me documente, je cherche les informations parce que l'Eureka peut venir d'une source d'inspiration totalement inattendue. Donc soyez prêts à voir grand, à ouvrir vraiment, soyez enthousiastes, écoutez tout ce qui vient, tout ce qui vous interpelle. Même si pour le moment vous dites que ce n'est pas d'à propos, c'est toujours intéressant. Parce que dans la phase d'identification du projet, de votre projet de reconversion, toutes les sources d'inspiration vont vous amener là où c'est intéressant, là où vous avez besoin. Et après, je laisse libre cours à mes pensées, c'est-à-dire cette phase d'incubation. Je laisse mes idées, mes pensées incuber, flotter. Vous savez, quand je parlais de patience tout à l'heure, de rêverie, laissez faire. Il y a un moment où il y a une pensée qui va s'attraper, qui va être beaucoup plus pertinente que les autres, et c'est là où vous allez créer un concept. Mais quand vous avez ce concept en main, il faut passer à la réalisation rapidement. Il faut vraiment communiquer, partager et commencer à le rendre concret, ce concept. Donc voilà, pour finir, ça va pour le temps ? Pour finir, j'en fais appel à notre ami Lavoisier, XVIIIe siècle, donc c'est pas, et qui pourtant déjà parle de l'innovation. Et il dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On construit toujours quelque chose à partir de l'ancien, à partir de l'existant, à partir du déjà fait. Tous les chercheurs, tous les scientifiques vous le diront. On construit toujours quelque chose à partir de l'existant ou du déjà fait. Donc, la connaissance des métiers que vous avez aujourd'hui, qui peut-être est parcellaire ou incomplète, mais en tout cas, tels qu'ils existent, c'est un point de départ essentiel. Et c'est ainsi que vous allez construire votre futur professionnel, à partir d'un métier ancien, à partir d'un métier actuel ou émergent,
mais vous allez le modeler à votre guise et l'adapter à votre vie et à vos besoins. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Donc moi, je vais reprendre juste après Blandine au moment de l'Eureka. C'est-à-dire que vous avez eu votre Eureka et après, vous vous demandez comment de l'Eureka vous allez faire. Alors, on va s'intéresser à une toute petite spécificité, une entreprise. Pas de l'Eureka vers une nouvelle profession, mais de l'Eureka vers la profession d'entrepreneur ou d'entrepreneuse et donc le projet de création d'entreprise. Et donc, mon intervention aujourd'hui, elle est consacrée sur l'intérêt de se faire accompagner dans un projet de création d'entreprise. Avant de commencer, alors déjà, je vais me présenter. Donc, Olivier Lambert, j'interviens pour l'accélérateur de start-up Boost in Lyon. Donc, on est présent à Lyon depuis maintenant 5 ans et on a accompagné plus de 70 projets par tranche de 6 à 10 projets par promotion, 2 promotions par an. Donc voilà, ça fait un certain nombre de track records en termes d'accompagnement. Donc c'était une association, on a basculé récemment sur une structure coopérative. Et voilà, l'idée c'est de donner un coup de main aux entrepreneurs et entrepreneuses lyonnais. Donc j'aurais voulu savoir combien d'entre vous, mesdames, envisageaient la création d'entreprise et se posaient des questions sur la nécessité de se faire accompagner. Voilà, merci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller assez vite sur la présentation et j'essaierai de prendre 1 ou 2 questions si on a le temps. Donc, pourquoi se faire accompagner? Alors, je vous passe il doit y avoir un bon vieux hashtag qui traîne. Voilà, on est très réseaux sociaux chez Boost in Lyon. Pourquoi se faire accompagner? Tout simplement pour avoir plus de chances de succès. Aujourd'hui, les statistiques montrent que 66% des entreprises qui se font accompagner survivent à 5 ans, contre 1 sur 2, donc 52%, pour celles qui ne se font pas accompagner. Donc se faire accompagner, c'est se donner plus de chances, avant tout. Et donc des structures d'accompagnement, il y en a plein. Il va y en avoir ici à la CCI. Il y a des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières d'entreprises. Nous, on va s'intéresser au cas particulier de l'incubateur. Donc l'incubateur, ce qu'il va faire pour vous, c'est faire grandir votre projet. Dans le cadre de Boost in Lyon, on est de l'idée, donc c'est pour ça que je disais qu'on se plaçait après l'Eureka, jusqu'à la première preuve de marché et le début de la commercialisation. C'est là qu'est notre cœur d'expertise. Après, il y a d'autres acteurs qui vous emmènent sur de l'internationalisation et ainsi de suite. Donc on est quand même plutôt au début, pour des gens qui ont quand même une première idée. Et bien évidemment, notre rôle, c'est de vous faire grandir, de faire grandir votre projet, mais aussi de vous positionner dans ce rôle d'entrepreneur. On est vraiment dans une démarche on apprend en marchant, et c'est très important que on n'est pas entrepreneur. Ça, c'est quelque chose, parce que j'ai vu plein de gens qui me disaient « Ouais, moi, j'ai une idée, je sens un truc, et en même temps, je ne suis pas fait pour ça. » Et personne n'est fait pour ça. Moi, je n'étais pas fait pour ça à la base. Et on n'est pas entrepreneur, on le devient. C'est un cheminement. Et c'est pour ça que se faire accompagner dans ce cheminement, c'est vachement important. L'accompagnement, c'est quoi ? J'ai une slide de retard. Voilà. L'accompagnement, c'est quoi? Déjà, c'est une méthode qui va faire qu'on va s'assurer que vous et votre projet, vous passiez par tous les cheminements nécessaires. C'est aussi un mode de pensée. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui viennent à l'incubateur et qui, au bout du premier mois, nous disent « Ça y est, j'ai bien fait ». Et on leur dit non, nous on pose les bonnes questions, c'est à toi de trouver les réponses. Nous, si on avait les réponses, on aurait entrepris à ta place sur ta thématique. Donc en fait, l'accompagnement, c'est pas quelqu'un qui va venir valider, ça c'est super important enfin j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. On vous emmène dans un cheminement, on va pas trouver les réponses à votre place. Par contre, on va vous expliquer comment on se pose les bonnes questions et comment on valide telle ou telle hypothèse que vous avez fait sur votre projet.
Mais par contre, savoir si la réponse que vous apportez au départ, c'est la bonne, on ne pourra pas vous le dire, il n'y a que le marché qui vous le dit. C'est-à-dire c'est votre client, vos partenaires qui sauront si c'est la bonne réponse que vous avez apportée. Ce n'est pas une structure d'accompagnement. Donc ça, c'est très important. Dans la méthode, un système de jalons donc qui s'assure, comme je le disais, que vous avez fait les bons cheminements. Et j'insiste encore sur le côté personnel de l'entrepreneuriat du porteur de projet. Nous, aujourd'hui, on a une conviction, c'est qu'on accompagne plus des porteurs de projets que des projets en eux-mêmes. Alors oui, bien évidemment, on s'intéresse à la nature des projets, mais ce qui fait vibrer les bénévoles, c'est d'accompagner des porteurs et de les aider à se développer. Parce qu'à un moment, chemin faisant, vous pouvez avoir des difficultés pour payer votre loyer ou un petit souci dans la vie qui va impacter le parcours que vous êtes en train de faire avec nous. Il faut qu'on soit en mesure de vous accompagner aussi dans la partie humaine de ce cheminement entrepreneurial. Donc ça, on parlait d'accompagnement et du principe d'accompagnement. L'objectif absolu, c'est de rompre la solitude. Parce que, et j'ai beaucoup aimé votre intervention sur oser, c'est-à-dire que si vous êtes avec votre idée dans votre canapé, en la contemplant et en se disant ô combien elle est belle, eh ben, il ne se passera jamais rien. Et croyez-moi, ces moments de contemplation, on peut s'y plaire et s'y complaire assez souvent. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend votre jolie idée de contemplation et puis on la confronte au regard des clients, au regard des partenaires, à notre propre regard à nous, au regard des gens qui sont dans la même promo que vous, qui sont dans la même galère. Et parce que tout le monde est je dirais un petit peu en équilibre sur son projet, en train de voir comment il va arriver de l'autre côté de la falaise, et ben, il se passe un truc qui est incroyable. C'est-à-dire que les gens contribuent, vous apportent des idées, vous apportent de l'innovation, et plus on échange, plus on grandit. Et donc, nous, on a vu des projets, et généralement, ceux-là, ils ne vont pas très loin dans le process de sélection. Ceux qui arrivent en disant « Est-ce que vous pouvez me signer un NDA », donc un accord de confidentialité, avant que je vous envoie mon dossier, on sait que celui-là, il ne va pas fitter avec notre programme. Parce que garder sa petite idée pour soi, généralement, ce n'est pas une bonne manière de la faire progresser et de la nourrir. Vous ne rendez pas service à votre idée en n'en parlant jamais à personne. Et voilà. Et l'idée de l'accélérateur aussi, c'est de trouver, ou de l'incubateur, c'est de trouver un environnement safe où cette idée, elle peut grandir, se développer, qui soit un tout petit peu indépendant de vos amis, votre famille et ainsi de suite, qui au bout d'un moment en auront marre, n'auront pas les bons leviers pour vous emmener au bon endroit et ce genre de choses. Donc voilà. On insiste beaucoup sur l'aspect partage d'expérience, bien évidemment, et l'aspect communautaire. Et donc, finalement, j'avais dit que je serais très rapide et j'ai été très, très long. L'idée de l'accélérateur aussi, c'est de gagner en crédibilité auprès de vos clients, bien sûr, auprès d'éventuels investisseurs pour la suite, des partenaires et des institutions, et comme on le mentionnait aussi, auprès des banques qui peuvent s'avérer être un partenaire de poids dans le développement d'un projet. Donc voilà, ma conclusion, elle est très simple. Si vous avez un projet d'entreprise, trouvez la bonne structure pour vous accompagner. Que ce soit Boustignon ou vous avez de la chance aujourd'hui, il y a un nombre d'offres assez développées sur le territoire. On a la chance d'être un territoire qui privilégie, ou en tout cas qui donne une grande place à l'entrepreneuriat. Mais mon message reste le même, faites-vous accompagner. Je vais prendre une seule question. Oui. Alors, on a un stand en bas. Voilà. Donc, je vais passer la parole au deuxième. Ah. Non. Eh bien, écoutez, Olivier, c'est à vous. Merci. J'en ai pas besoin. Enfin, j'avais un slide passé. Il n'y en a qu'un derrière.
Voilà. Donc moi j'ai fait 15 slides pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai pas envie d'avoir un torticolis pendant le week-end, là, contrairement à mes petits camarades. Et puis la deuxième, c'est que étant dans un grand groupe, je lutte un peu contre le PowerPoint parce que je trouve qu'on passe beaucoup de temps à faire des présentations PowerPoint, à les présenter, que beaucoup de gens ne les écoutent pas, ne les regardent pas. Et si on arrêtait un peu le PowerPoint, il y aurait plus de communication qu'avec des fichiers comme ça. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Ensuite, je vous ai mis sur ce slide qui nous sommes. En fait, on est une entreprise de services numériques, hein, donc pour rejoindre ce que disait Nathalie tout à l'heure. Nous, on travaille dans la transformation digitale. La transformation digitale, en fait, très basiquement, c'est l'informatique. Hein. On fait de l'informatique pour les entreprises, pour les collectivités, et tout type d'informatique, tout sauf le développement. On ne fait aucun développement informatique, mais par contre, on met à disposition des entreprises, des infrastructures, de data centers, de Wi-Fi, de communication unifiée. Et dans ces métiers-là, on fait à la fois la conception, on fait ensuite la mise en œuvre chez le client, et puis on fait les services qui vont avec. Alors pour rejoindre ce qu'elle disait aussi, aujourd'hui c'est des métiers très en souffrance pour nous. Hein. Sur la région lyonnaise, on a une 50aine de postes qui sont ouverts et qu'on n'arrive pas à staffer. Sur la France, on a près de 250 postes qui sont ouverts, beaucoup à Paris quand même aussi, je dois l'avouer. Mais voilà, on a vraiment des besoins. Et comme elle a dit aussi Nathalie, à la fois des techniciens de proximité, du bac plus 2, jusqu'à de l'ingénieur de haut niveau, spécialisé en Microsoft ou dans des technos qui ne vous parlent pas forcément. Et puis ce qui est important, c'est que sur ces métiers-là, on a en effet, c'est pas que des geeks dont on a besoin, c'est pas, n'ayez pas l'image de vos enfants qui sont en train d'être toujours devant leur ordinateur à longueur de journée. C'est pas forcément, on a besoin de gens qui communiquent, qui soient prêts à aller voir le client, à parler avec lui, comprendre ce dont il a besoin, comprendre comment on peut l'accompagner. C'est vraiment des métiers de communication et de relations, autres que des métiers vraiment purement techno sur lesquels en effet on va passer sa journée à démonter son PC. Ensuite, quand j'ai pris le thème de oser mesdames, je vais le décliner en 3 sujets. J'ai déjà un sujet qui est oser tout court, mesdames et messieurs, c'est oser la reconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans des métiers et nos parents, en tout cas les miens, ils rentraient dans un métier puis ils en sortaient à la retraite. Nos enfants, ils auront au moins 2 ou 3 vies professionnelles différentes. Au-delà du fait qu'ils changeront d'entreprise, c'est certain, ou de collectivité s'ils sont dans le public, en tout cas, ils changeront sûrement de métier. Et moi, je l'ai fait à 50 ans, j'étais dans l'opérationnel, j'ai fait du commercial, je suis passé aux ressources humaines un peu par hasard, parce qu'on me l'a proposé, parce que j'avais cette fibre-là, et je me suis dit, bah, mets-toi un petit coup de pied aux fesses et crée-toi un nouveau challenge. Alors, c'était facile, parce que c'était dans la même boîte, donc c'était quand même, j'étais aussi dans une certaine zone de confort, mais malgré tout, à 50 ans, de se dire qu'on va faire des ressources humaines avec du droit social, avec l'animation des syndicats, alors que j'avais jamais discuté avec eux auparavant. Bon, ben voilà, il fallait tenter de cette aventure. Donc c'est aussi oser changer de métier et puis oser la mobilité. J'incite, alors c'est peut-être plus difficile pour les femmes, s'il y a un conjoint qui travaille, tout ça, j'en suis bien conscient. Mais là aussi, voilà, moi j'ai travaillé à Lyon, à Grenoble, à Lyon de nouveau, puis à Marseille, puis de nouveau à Lyon. Alors ça a été pratique parce que j'ai réussi à embarquer à chaque fois ma famille, donc je peux comprendre que c'est parfois compliqué. Mais aujourd'hui, je rencontre, en ce moment on est sur du recrutement, je rencontre pas mal de gens à Cherbourg, dans le Cotentin, et qui veulent rentrer chez nous parce qu'on a repris un contrat important. Mais on n'a pas de poste pour eux dans le Cotentin, donc je leur propose de venir à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon. Et non, ils ne veulent pas partir du Cotentin parce qu'ils adorent cette région, non moins magnifique. Mais bon, voilà, ils ne trouveront pas de boulot dans le Cotentin, très clairement, donc, en tout cas dans nos métiers. Donc voilà, à un moment, il faut être capable d'oser se mettre un coup de pied aux fesses et d'oser partir avec le mari, les enfants, si c'est possible, si en effet c'est possible pour le mari, pour aller travailler ailleurs. Et voilà, soit faire un autre métier, soit au moins changer d'environnement. Et puis en se disant que le confort, c'est pas parce qu'on est lyonnais, qu'on a fait toute sa vie à Lyon, qu'on a toute la famille à Lyon, les cousins, les amis. Bah ouais, mais culturellement et intellectuellement, d'aller vivre une autre aventure de New York à Bordeaux, bah c'est aussi super enrichissant intellectuellement et je pense qu'il faut franchir ce pas. Donc voilà, le premier thème, c'est oser le changement de métier, oser aussi le changement de ville parce que c'est important. Et pour illustrer ça, on est en train de recruter, alors là c'est à Toulouse et à Bordeaux, on a fait des préparations opérationnelles à l'emploi, c'est un programme qui est mis en place par le Pôle emploi. À chaque fois, on a 25 personnes qui viennent de métiers totalement différents. Et pour exemple, on a une jeune femme qui était une esthéticienne, une autre jeune femme qui était employée dans une société de nettoyage dans les entreprises. Et là, elles font un programme qui s'appelle donc la préparation opérationnelle à l'emploi. Elles sont formées pendant 300 heures au b.a.-ba de l'informatique
par un organisme de formation agréé par Pôle emploi. Ensuite, nous, on fait une formation très spécifique sur nos métiers pendant 1 mois. Et à l'issue de ça, on a fait 25 CDI. Et ces 25 personnes vont arriver sur notre site de Blagnac pour faire de l'assistance informatique à distance. Et on a créé vraiment un super groupe avec une super cohésion. On a fait une remise de diplôme, un déjeuner en commun. Et il y a vraiment un super esprit d'équipe et d'appartenance de ces salariés qui vraiment n'avaient pas imaginé 18 mois ou 24 mois avant aller dans les métiers de l'informatique. Justement, c'est mon deuxième thème. Ça rejoint aussi ce que disait Nathalie. Il faut que les femmes aillent dans l'informatique. En effet, aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, dans les BTS informatiques, on a 80% d'hommes, alors que vraiment, elles apportent une vision différente, un prisme différent par rapport à ce métier, et on en a vraiment besoin. Moi, je travaille avec une association lyonnaise pour aller faire de l'évangélisation sur les métiers technologiques dès les lycées et les collèges, pour que les jeunes filles, elles se disent, pas toutes, j'ai envie d'être infirmière, maîtresse d'école, ou je ne sais, ou médecin, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes aussi médecins. Et donc, elles aillent dans les métiers technologiques au sens large, l'informatique étant un des métiers technologiques, pour que, voilà, qu'on arrête un peu cette théorie de mettre les gens dans des cases, ou en tout cas les sexes dans des cases, et que vraiment, on incite les jeunes femmes à aller vers ces métiers. Pour nous, c'est super important. Alors, on a malheureusement dans notre boîte aujourd'hui que 18% de femmes, donc on aimerait bien arriver à la parité. Mais encore une fois, à 18%, c'est parce qu'au sortir des écoles où on recrute le plus souvent, eh bien, il n'y a que 20% de femmes. Donc on ne pourra pas faire 50% de femmes tant qu'on n'aura que 20% de femmes dans les écoles. Ou alors on sera vraiment champion du monde. Donc en l'occurrence, on essaie de travailler, c'est un peu notre mission. Alors c'est une mission à long terme, mais moi j'aimerais bien que quand je prendrai ma retraite, de trouver une collégienne que j'aurais vue au collège et qui serait allée vers les métiers technologiques, qui serait rentrée dans notre boîte. Parce que 15 ans avant, je l'aurais rencontrée et qu'elle m'aurait dit oui, parce que vous m'avez raconté que les métiers techno, c'était bien. Je suis quand même allé vers une école d'ingé, une école d'informatique, peu importe. Voilà, ce serait un grand kiff de pouvoir faire ça. Voilà. Et puis le troisième point dans cette thématique de oser, c'est une fois qu'on est dans l'entreprise, voilà, je pense que les femmes, elles ont toute leur place. Alors nous, bien sûr, on a fait des accords d'entreprise sur la parité homme-femme, on a fait des mesures d'accompagnement pour les rentrées scolaires, on a mis des choses en place pour les retours de congé maternité, pour vraiment qu'il n'y ait plus de problèmes vis-à-vis de tout ça, parce qu'il faut être honnête, il y en avait auparavant, une femme partant en congé maternité, elle n'avait pas forcément la chance de retrouver son boulot au retour, ou en tout cas peut-être moins un boulot sans doute, mais pas vraiment le même, et peut-être un peu moins bien, quoi. Donc vraiment, on s'efforce de travailler sur tout ça parce que ça nous semble important, encore une fois, que moi je le vois dans nos équipes. Alors moi, étant dans un service RH, on est 40 dans le service RH, on est 4 hommes. Donc évidemment, c'est un peu différent. Là, il faudra peut-être qu'on masculinise un petit peu aussi. Mais voilà, l'idée, c'est de dire que les femmes, encore une fois, elles ont un prisme différent sur les choses, elles ont un mode de management qui est différent, mais qui est super porteur de sens dans une entreprise et qui est super complémentaire, même dans des métiers techno, avec avec le management des hommes qui est le plus souvent différent. Voilà. Et puis, alors, ensuite, j'ai mis sur ce diapo le Mont Ventoux, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, pour 2 raisons. La première, c'est parce que j'adore le Mont Ventoux, ce qui me semblait déjà une raison assez importante. Et puis la deuxième, c'est que moi, je me suis mis dans l'idée, il y a 1 mois de ça, que j'allais faire le Mont Ventoux en vélo, alors que je n'ai jamais fait de vélo, enfin, si ce n'est gamin. Donc je me suis acheté un vélo, et maintenant, tous les dimanches, je fais 30 km, et je me dis qu'au printemps, j'arriverai à faire le Mont Ventoux. Mon voisin, il a 77 ans, il le fait tous les mois, donc ça m'a un peu énervé. Je me dis, je vais y arriver quand même avant 77 ans. Et mon idée, c'est de dire, voilà, c'est un challenge un peu bébête, sûr, hein, parce qu'il n'a pas grand intérêt, je ne serais pas plus heureux quand j'aurais monté le Mont Ventoux, quoique. Voilà. Donc c'est aussi pour vous dire, osez, mettez-vous des challenges, changez de vie, changez de paradigme, essayez d'entreprendre si ça vous intéresse, mais aussi de rejoindre des grands groupes et de faire votre vie dans les grands groupes et de faire évoluer tout ce monde de l'entreprise. Alors si ça vous intéresse, j'ai mis les coordonnées des 2 personnes qui étaient sur le salon pendant ces 2 jours, et puis mes coordonnées qui sont tout en haut. Et si nos métiers vous intéressent, même si vous n'êtes pas dans ces métiers-là aujourd'hui, passez par le Greta et Nathalie, formez-vous, et ensuite venez nous rejoindre, et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera, parce qu'on fait une grande place aux femmes dans l'entreprise. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions pour l'un de nous 4. En fait, je voulais juste faire une petite remarque. Il faut aussi prêcher les entreprises.
Parce que c'est bien beau de dire oui, il faut oser se reconvertir, mais au jour d'aujourd'hui, les problèmes qui se posent aussi, c'est qu'il n'est pas facile de trouver par exemple une alternance si on n'a pas une expérience de 10 ans en... Peu importe, moi je vous parle de mon expérience personnelle. J'ai essayé de compléter ma formation de base, donc j'ai un bac+4 en management, en gestion, langue et gestion. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas compléter ma formation en management de projet. C'était un parcours du combattant de trouver une alternance. J'ai dû envoyer 100 candidatures et on me disait toujours que j'avais pas d'expérience. Donc si les entreprises ne jouaient pas aussi le jeu de donner la chance à des profils qui, au départ, ne sont pas dans l'informatique ou dans la gestion de projet, les gens ne vont pas oser se reconvertir professionnellement. Ça aussi, c'est important. Je voulais juste revenir sur ça. Oui, je comprends tout à fait. Il s'avère que nous, on a sur une direction d'activité sur l'est de la France, où on a 700 collaborateurs, on a près de 50 alternants. Donc voilà, nous, on essaie de travailler là-dessus, mais je peux pas, en effet, je peux pas. C'était juste pour vous dire qu'il faut aussi que les entreprises jouent le jeu. Je suis d'accord. Ouais. Voilà, je vous remercie. D'autres questions? Merci alors et bon week-end.